Yo tout le monde, c'était Dauphin, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu de tournage. Mais ça, je vous en parlerai très prochainement dans une prochaine vidéo. Alors pour rattraper le temps perdu, j'ai décidé de vous faire une petite critique de plein de films dans une seule vidéo. J'ai voulu profiter en fait de la fête du cinéma pour voir plein de films et pour pouvoir vous en parler. J'ai 5 films à vous présenter, donc c'est essentiellement des reboots, des suites, parce que l'originalité à Hollywood, c'est pas trop ça en ce moment, mais il y a quand même un film original. Donc je vais essayer de pas passer plus de 2-3 minutes par film, sinon on va avoir une vidéo vraiment trop longue, et c'est pas le but du tout. Alors pour attendre plus longtemps, c'est parti. Alors le premier film dont je voulais vous parler, c'est Sans un bruit, réalisé par John Krasinski, avec John Krasinski et Emily Blunt. Alors c'est un film assez original, je pense que vous en avez entendu parler. Donc ça se passe dans le futur, en 2020, où des extraterrestres, on ne sait pas vraiment qui ils sont, ont envahi la Terre, mais ces extraterrestres sont aveugles, donc ils réagissent seulement au bruit. Donc nous on va suivre en fait une famille qui va tenter de survivre en fait dans un monde très silencieux pour éviter en fait d'être dévoré par ces extraterrestres. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair dans le résumé, mais voilà. Alors c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment hyper original. Alors c'est catégorisé un peu film d'horreur, thriller, alors ça ne fait pas vraiment très peur, mais c'est vraiment... on a 1h30 où on va suivre cette famille, à peu près 400 jours après l'invasion des aliens, donc ils ont déjà pu trouver des solutions en fait, commencer à vivre. Donc toute la partie mise en place finalement on ne l'a pas, on ne connaît pas vraiment comment arrivent les extraterrestres. Le but c'est vraiment de voir comment va survivre cette famille. Ce qu'il faut savoir que la mère donc de famille est enceinte, donc ça va amener tout un tas de problèmes vis-à-vis du bruit, parce qu'un bébé quand même ça fait du bruit, un accouchement en général aussi. Donc c'est vraiment, on va être dans l'attente en fait de l'arrivée de ce bébé et on va voir si la famille arrive à s'en sortir. Alors il faut savoir que cette famille a, on va dire, un avantage entre guillemets, c'est-à-dire qu'une de leurs filles est sourde, c'est-à-dire qu'ils ont donc, ils avaient déjà commencé à communiquer en langage des signes, donc en fait toute cette famille sait parler en langage des signes, donc c'est quand même un avantage. Parce qu'il faut savoir que vraiment au moindre bruit, même en parlant, ces extraterrestres en fait rappliquent. Donc on est sur un film qui est vraiment très bien rythmé. Alors, on est sur un film d'1h30, donc on pourrait croire que c'est assez court, mais en fait il nous montre vraiment suffisamment de choses et on a vraiment l'impression que le film dure plus longtemps, mais c'est pas péjoratif. On a vraiment l'impression de vraiment vivre avec eux cette histoire. Les acteurs sont très bons et le silence est très bien géré. Dans un film totalement silencieux, le plus important, justement, ça va être de gérer le bruit, parce qu'au moindre bruit, ça va avoir pour impact de nous faire sursauter, et ça va signifier aussi un danger. Donc c'était un truc à bien gérer, et vraiment ça a bien marché. Après, bien sûr, il y a des choses très faciles, hein. On a surtout des jumpscares dans ce film. Et vraiment au moindre, c'est vraiment, on joue avec le bruit pour nous faire peur, mais je trouve que ça c'est vraiment un petit dose et donc c'est pas exagéré. Moi j'ai eu un petit problème quand même, c'est finalement en 400 jours, la famille n'a pas trouvé énormément de solutions, donc ça c'est peut-être un petit problème, petit truc que j'ai pas trouvé très normal, mais sinon le reste du film est vraiment très bien, donc là je vais pas trop en parler plus, mais c'est un film que vraiment je vous recommande. C'est un film d'horreur assez original et ça change vraiment beaucoup du reste. C'est vraiment très cool. J'ai jamais vu un film avec aussi peu de paroles, mais c'était vraiment très bien. Alors le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est Les Indestructibles 2. 14 ans après la fin du premier, on était beaucoup à attendre une suite et on l'a enfin eu, et je peux vous dire que j'ai vraiment pas été déçu. Donc cette suite est encore réalisée par Brad Bird, on suit vraiment directement la famille, vraiment la dernière scène du premier film et la première scène du deuxième, donc on est vraiment sur une suite directe des événements. Donc je vais pas trop vous parler du résumé pour aller vite, mais c'est un film que vraiment je vous recommande. Ça change beaucoup des autres films de super-héros. C'est assez original, même si on a des thèmes quand même qui reviennent souvent, c'est-à-dire rendre les super-héros méchants, les liguer contre les autres. Tout ça c'est des thèmes qu'on avait déjà vus dans d'autres films, mais on est sur un dessin animé quand même. Et vraiment déjà la qualité visuelle est vraiment waouh. C'est vraiment un super film que je vous recommande d'aller voir si vous avez aimé le premier. Pour une fois qu'on a une suite qui est meilleure que le premier film, quasiment meilleure, c'est vraiment hyper appréciable.
Donc c'était assez marrant parce que dans la séance, il y avait quasiment exclusivement que des adultes. Donc c'était assez drôle, mais finalement, on sent que le film a aussi grandi avec nous, et on sent que, quand même, pour un dessin animé, c'est très adulte dans les thématiques de l'enfance, de comment élever un enfant et tout ça. Mais aussi dans son propos, dans la manière dont c'est filmé et tout ça. On commence directement le film par une scène d'interrogatoire qui est pas censée être drôle, qui est vraiment comme dans n'importe quelle série on pourrait voir, ça fait vraiment très adulte. Mais il y a tout de même beaucoup de scènes drôles, notamment avec Jaja qui est vraiment la star de ce film. Notamment une scène avec le raton laveur qui est vraiment très drôle et vraiment très bien faite. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, il y en a pour les adultes, il y en a pour les enfants, tout le monde peut s'y retrouver, et ce qui fait que c'est vraiment un film hyper complet, et c'est un dessin animé vraiment pour tout le monde en fait. Et voilà, c'est vraiment cool et je vous encourage à le voir. Pour moi, c'est une réussite et c'est vraiment le meilleur film que j'ai pu voir pendant cette fête du cinéma, c'est sûr. Troisième film dont je voulais vous parler, c'est un film qui a fait beaucoup polémique, c'est Solo, A Star Wars Story, le fameux film qui se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4 et qui va nous raconter l'histoire de Han Solo, ses débuts, avec un autre acteur que Harrison Ford, forcément, puisque ce dernier a vieilli. Et donc ça, c'est un choix qui a vraiment pas fait l'unanimité, on peut le dire, et vraiment un film qui est en train de faire un bide. Et donc je voulais vous en parler. J'ai eu l'occasion de le voir pendant cette fête de cinéma. J'étais pas allé le voir avant, même si je suis un très grand fan de Star Wars, parce que j'avais pas vraiment eu le temps et j'avais un peu peur de ce film. Et finalement, je l'ai pas trouvé si mal ce film. J'ai pas trop compris pourquoi il y avait eu un bashing autour de ce film, parce que bon, ça je vais un peu plus le développer, mais franchement j'ai beaucoup aimé le film. L'acteur est pas si mauvais que ça. Alors c'est vrai, on a du mal à vraiment l'identifier à Han Solo, mais quand même, il n'est pas très ressemblant, mais il n'est pas mauvais. Disney a embauché un coach apparemment, donc je sais pas si c'est ça qui a changé, peut-être qu'avant c'était pire, mais moi ça m'a pas choqué dans ce film. La musique est bien. Lando, le personnage de Lando, l'acteur est vraiment parfait dans ce rôle en fait, ça rend vraiment super bien, l'acteur joue très bien, je pense que d'ailleurs c'est celui qui ressort le plus dans ce film, hein. C'est celui qui joue le mieux. Alors après on arrive plus facilement à accepter un changement d'acteur pour Lando, car c'est un personnage que finalement on voit très peu dans la trilogie originale. Donc on a moins de mal, mais vraiment ça c'est une réussite, c'est un bon personnage. Alors il y a d'autres personnages comme les personnages de Kira, les personnages joués par Woody Harrelson qui sont un peu prévisibles, qui sont pas forcément très bons. C'est ça c'est plutôt dans les points négatifs à voir dans ce film. La mise en scène n'est pas très inventive, donc on a certaines scènes qui sont classe, mais sinon la réalisation de Ron Howard ne ressort pas vraiment dans ce film. D'ailleurs il n'a pas vraiment de réalisation propre et ça se voit. Il y a des scènes très cool comme le run de Kessel qui là par contre est vraiment très bien mise en scène, par contre dans les couleurs etc. Moi ce qui m'a gêné aussi c'était un peu peut-être la volonté de tout expliquer, même son nom à Han Solo, est-ce qu'on avait besoin de connaître l'origine de son nom, je ne sais pas, je pense que c'était pas utile, mais j'ai beaucoup aimé la rencontre avec Chewie. Et il y a beaucoup de choses, le run de Kessel, qu'on nous en parle dans tous les films. La manière dont il récupère le Faucon Millenium, Han Solo, à Lando, tout ça, on nous en parle dans tous les films, ça sort pas du chapeau. Et c'est, je trouve, bien expliqué, c'est satisfaisant comme histoire. C'était pas un film qui était très important pour la saga, mais c'est un film qui se tient. Il n'y a pas d'arnaque, je trouve. Le divertissement est honnête et j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a quand même un gros point noir par contre, c'est la luminosité. Alors j'ai jamais vu un film aussi sombre de toute ma vie, j'ai même quasiment rien vu. Il y a des personnages, j'ai pu voir à peu près leur tête au bout d'une heure, et même dans les scènes de jour. Donc ça c'était vraiment très problématique, c'était peut-être un problème dans la salle où j'étais, mais j'ai lu d'autres critiques qui disaient que le film était aussi très sombre. Donc visiblement c'est un problème général, donc ça c'était vraiment pas du tout cool. C'était vraiment très, pour certains ça a vraiment été très compliqué de regarder ce film. Alors j'avais lu que Ron Howard avait essayé d'utiliser des lumières naturelles, c'est-à-dire qu'il n'avait pas rajouté d'éclairage en plus dans son film, et
je comprends pas trop ce parti pris parce que là on ne voit vraiment rien. La lumière naturelle, ben, dans la nuit, la lumière naturelle c'est la lune et on voit rien. Et d'ailleurs on voit rien dans ce film. Alors c'est bien d'essayer de tenter des choses pour utiliser le moins d'effets spéciaux entre guillemets possible, mais ça je trouve que c'est un choix qui est un peu bizarre et on ne voit rien en fait dans ce film. Avant-dernier film que j'ai vu, donc ça je l'ai vu un peu plus, il y a un peu plus longtemps, avant la fête du cinéma, il y a quelques semaines, mais je vais profiter de cette vidéo pour vous en parler, c'est Jurassic World Fallen Kingdom, réalisé par Antonio Bayona, réalisateur de films d'horreur d'ailleurs. Et ben pour moi ça a été vraiment une très bonne surprise, c'est un des meilleurs films que j'ai pu voir dans ces derniers temps. Je trouve que c'est une bonne suite, c'est une suite honnête encore une fois. On est assez original, ça change du Jurassic World 2 et 3, donc je sais plus lequel des deux se passait sur Terre, mais je trouve que ça change vraiment. Le propos de fond est assez bien en fait, hein, le but. On a le volcan d'Isla Nublar menace d'exploser et on a tout un débat sur est-ce qu'il faut aller sauver ces dinosaures ou les laisser disparaître une seconde fois. Donc nos personnages principaux décident d'aller les sauver et de les emmener en fait sur une nouvelle île un peu plus loin pour en faire tout un sanctuaire. Mais bien évidemment, il y a des méchants qui ne veulent pas ça et qui vont essayer de les rapatrier sur Terre. Donc ça, on va dire, c'est un méga résumé du film. Donc le propos est intéressant, comme je vous dis. On a énormément en fait, de scènes qui sont sur Terre et essentiellement dans un seul manoir. Et c'est plutôt cool en fait. C'était assez surprenant au début parce que finalement il reste pas très longtemps sur l'île, mais bah, c'est vachement cool. Ça se passe dans un manoir, on a des scènes vraiment d'horreur finalement, on a des scènes assez inventives où la caméra va se retourner, c'est-à-dire c'est une scène où l'Indoraptor va en fait se pencher sur une fenêtre et on va voir son ombre et tout, on va voir la caméra qui va tourner autour de lui et c'est vraiment super bien fait, c'est assez inventif et c'était une scène assez cool. On sent vraiment donc la patte du réalisateur qui est quand même un réalisateur de films d'horreur et c'est vrai qu'on a des scènes qui sont beaucoup plus marquantes et qui font beaucoup plus peur on va dire que dans le premier Jurassic World. Là on se rapproche plus du premier Jurassic Park avec des scènes un peu plus flippantes on va dire de poursuite pure quand ils sont sur l'île et ça c'est vachement cool. Je pense notamment à la scène où on a un des personnages qui est sur une échelle et qui elle va retomber vraiment proche de la gueule du raptor ou du tyrannosaure, je sais plus ce que c'était, enfin bref. Et cette scène est vraiment très bien faite et on a vraiment la tension qui monte, on a vraiment peur. Pendant plusieurs fois dans le film, on va lever ses jambes parce qu'on a vraiment peur. C'est vachement bien fait je trouve. Bah voilà, j'ai pas trop grand chose à vous dire en plus. Hein. Moi j'ai juste trouvé la première partie sur l'île un peu courte. Mais ça a été grosso modo une bonne surprise. Je le trouve meilleur que le premier Jurassic World. Là on a vraiment un vrai propos de fond et je trouve que la réalisation est un peu plus personnelle et ça se voit et c'est vachement mieux je trouve. D'ailleurs j'avais parlé de Jurassic World dans une ancienne vidéo donc si vous voulez elle devrait s'afficher quelque part. Vous pouvez regarder, c'est mon premier épisode de Destin d'un film, j'en ferai peut-être d'autres. Ça c'était ma pub. Bref, cinquième et dernier film pour cette mini critique de chaque film, c'est Ocean's 8. Réalisé par Gary Ross. Alors Ocean's 8, il faut savoir que j'aime beaucoup tous les films de braquage, de casse. C'est pour ça que j'ai bien aimé La Casa de Papel, mais j'aime beaucoup surtout les films de casse, on va dire, non violents, où vraiment on a vraiment un super plan, comme tous les Ocean en fait. Les Ocean 11, 12 et 13, c'est vraiment des films que j'apprécie particulièrement. Donc là, ils ont eu une idée, visiblement, de faire un reboot avec seulement des femmes et en rôle principal en fait la sœur de Danny Ocean qui s'appelle donc Debbie Ocean. Donc c'est un film avec sur l'idée que je trouve je trouve sympa, hein, c'est pas une mauvaise idée. Bon, ils ont pas forcément beaucoup d'idées, mais on va dire que sur le principe ça me dérangeait pas. Mais finalement, là on est sur un film avec essentiellement des femmes, mais qui n'est pas féministe pour autant. C'est-à-dire que là on est sur des femmes qui vont voler des bijoux déjà. Donc on reste à chaque fois dans le cliché. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. C'est un gros point noir. Donc c'est pas un film que j'ai vraiment hyper apprécié. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un bon Ocean, je trouve. C'est un film très bizarre. On est sur la même construction en fait que tous les Ocean. C'est-à-dire une partie où on rassemble l'équipe, une partie où on prépare le vol,
la partie du casse et la fin où il y a parfois un petit problème, mais après on apprend bien sûr un élément du plan qu'on ne connaissait pas, qui fait qu'en fait tout se finit très bien. Donc c'est encore la même construction que les autres Ocean, mais on a plein d'éléments qui sont très différents, qui ne nous font pas forcément ressentir dans un film Ocean. On a plutôt l'impression que c'est une copie. C'est-à-dire on n'a pas la même musique, on ne retrouve pas la musique des premiers films, donc ça c'est assez dommage. La réalisation est vraiment assez différente. D'ailleurs c'est le seul film de la saga qui n'est pas réalisé par Soderbergh et ça se voit. Il n'y a pas eu vraiment de grosse présentation des personnages. Cette partie dure très longtemps mais on n'apprend rien sur ces personnages et ça c'est vraiment dommage parce qu'on a du mal à s'attacher à eux et à comprendre leur motivation. Surtout il y a une comparaison perpétuelle avec les autres personnages des autres Ocean. Par exemple, voilà, Debbie Ocean a vraiment le rôle de Danny Ocean. Le rôle de Cate Blanchett est vraiment calqué sur celui de Brad Pitt dans les autres films. On est vraiment sur quelque chose de très similaire et trop proche. La première partie, je la trouve beaucoup trop longue de présentation. C'est vraiment, ça tire en longueur et c'est pas intéressant, c'est pas rythmé. La seule partie intéressante, c'est la partie du casse qui là commence à se rythmer, mais ça dure. C'est très court et ça intervient vraiment vers la fin du film. La seule partie fun que je trouve, c'est vraiment dès qu'on a l'arrivée de James Corden, là on commence à un peu plus sourire, à avoir un film un peu plus drôle. Mais sinon, tout le reste du film, c'est un peu fade et c'est pas très drôle. Pour un Ocean, c'est pas très fun. Les motivations, je les comprends pas trop. Là, je vais spoiler, donc ne regardez pas la fin de cette critique. C'est bon, peut-être parti. À la fin, donc on a Anne Hathaway qui va, qui est initialement la personne qui vont voler, va finalement s'allier avec elle, s'allier avec ses filles et permettre en fait à Debbie Ocean de piéger son ex qu'il a un peu mis en prison et va l'aider à piéger alors qu'à la base c'était son cavalier, il ne lui a rien fait du tout. Et on ne comprend pas trop pourquoi Anne Hathaway veut subitement se venger de cette personne alors qu'elle ne lui a absolument rien fait. C'est même elle qui l'a invité, il ne s'est rien passé en fait de négatif. Ils sont même en train de sortir ensemble, donc je comprends pas trop son changement d'un coup de point de vue. En plus c'est une actrice qui gagne beaucoup d'argent, donc pourquoi d'un coup elle serait intéressée en voler ce collier. Enfin, je comprends pas trop les motivations. C'est un peu tiré par les cheveux et c'est un élément du film qui n'avait pas besoin. Je pense que c'était juste pour se dire ah ouais, on a une 8e personne. Anne Hathaway sert pas à rien, mais franchement, j'ai pas du tout compris et il n'y a aucune raison valable en fait pour elle de participer à ce casse et surtout d'avoir un aussi gros retournement de situation. Donc ça c'est vraiment un gros point qui m'a gêné. Après c'est un bon film, mais pas un bon Ocean. C'est ça que je trouve dommage. Mais je pense qu'ils vont faire une suite, donc on verra si c'est un peu plus inventif et surtout si Soderbergh revient aux manettes dessus. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Cette vidéo était assez longue, je le sais, mais il fallait que je parle de 5 films et d'ailleurs j'ai pas pu aller très loin dans mes pensées pour ces films. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je sortirai d'autres vidéos pendant les vacances et pour une fois c'est pas une parole en l'air. Je pense qu'une autre vidéo que j'avais déjà faite il y a assez longtemps va peut-être sortir dans les semaines qui suivent, peut-être même la semaine prochaine. Donc voilà, si vous voulez que je continue à faire des vidéos dans ce genre-là, avec plein de films en même temps, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je développe un peu plus certains points, on peut en parler en commentaire aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, et moi je me retrouve très prochainement. Ciao ciao.